Bonsoir à toutes et à tous. J'ai quelques problèmes sur la voix qui rembombe, mais bon, peut-être que ça va mieux. Bon, alors je remercie Didier, qui est un collègue, qui est un ami, pour l'invitation. Je suis une historienne du XXe siècle et pas une historienne sur l'architecture, mais la chose extraordinaire est que je ne connaissais pas la maison dont vous voyez la photo. Et c'est Didier qui me l'a fait connaître. C'est étonnant parce que certaines fois, on connaît le monde et on ne connaît pas ce qu'il y a voisin. Je dis seulement ça. J'habite pas loin de la maison de Iavelli d'Aronco. Et dans ma maison, vous savez qu'ils sont les Stolperstein, les pietre d'inciampo. Donc, devant mes maisons, il y a une Stolperstein dédiée à une femme qui a habité, qui a vécu dans ma maison. Et avant de cette trace, je ne connaissais pas l'histoire. Bon, c'est extraordinaire qui même un historien, il ne connaît pas l'histoire de la maison, de ce qu'il y a près de sa maison. Bon, alors, Didier, il a bien parlé du rapport et du voyage culturel, de voyage et de rapport de l'Italie avec la Turquie, des villes, Trieste, Venise, Gêmone, etc. Et certainement même aussi de Turin, parce que à travers le mairie de Turin, d'Aronco entre en rapport même avec le sultan d'Istanbul, dont il vivra beaucoup des années en Istanbul. La femme d'Aronco est piémontaise, dont la ville Iavelli est dédiée à sa femme et à sa famille après la construction des pavillons dont a parlé avant Didier, du Expo international de 1902. Et le pavillon, c'est vraiment le symbole de l'Expo. Une autre chose étonnante, c'est ce qu'il a dit Didier. En effet, on n'a plus rien de l'extraordinaire Expo et des pavillons de l'Expo du 1904. On a en mémoire les photos, les cartes postales, etc. Et je pensais aussi ce qu'il a dit Didier avant, et j'avais même la même idée, que l'esthétique du pavillon s'inspirera au film des années suivantes, même à Cabiria, qui dans le musée du cinéma maintenant à Turin, il y a la reconstruction du grand monstre de Cabiria. Bon, vous voyez que la ville, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de dessins, de portraits, et qu'il y avait, il y a vraiment très peu de fruits et d'inspiration du modèle de Liberty dans lequel s'inspire d'Aronco, seulement ça qui maintenant Didier nous fait voir. Et maintenant, la ville est vraiment laissée à soi-même, parce qu'avant, il y avait la région, il avait des bureaux, et maintenant, c'est en vente. C'est une ville en vente, et le jardin, c'est pas bien. Bon, et il y a dans les parcours de visite de Turin et du Turin médiéval, dont il y avait avant
l'expo du 1904, il n'y a pas une trace et un signal de la vie de la ville d'Aronco-Yavel. En effet, l'architecte de retour en Italie en 1909 vivra quelques mois dans la ville avec sa femme et ses fils, mais il y aura beaucoup de difficultés de rapport avec sa famille pour son caractère, je ne sais pas comment on dit en français, molto aspro, très difficile avec les relations entre famille et travail. Bon, et sa maison, c'est le rapport, un exemple de rapport entre vie publique, la vie publique dont a parlé avant Didier, des constructions qu'il a fait dans toute sa vie, et la vie privée. La vie privée, c'est la ville Iavelli d'Aronco dont on a vu maintenant quelques traces. Bon, c'est un exemple de circularité des cultures et un exemple de voyage. Je voudrais seulement dire ça. On a parlé à l'avance, le monsieur qui a parlé à l'avance, il a parlé de pandémie et du moment très difficile qui en Europe et dans le monde on vit. Et le paradoxe, c'est pour moi que dans ces périodes de lockdown, du lockdown partiel dont on vit maintenant, les rapports et les relations culturelles sont supérieurs parce qu'on parle, certainement les rencontres sont virtuelles, mais sera, je crois, une hérédité de la vie pendant la pandémie. Et peut-être qu'à la fin de la pandémie, on continuera à avoir des rapports entre beaucoup de villes. Ce soir, il y a Istanbul, il y a Athènes, il y a Turin, il y a Metz, il y a Nancy, etc. Et on se voit et on se parle et on parle de circulation culturelle et des voyages que pour le moment on fait seulement à travers les photos, avec nos mots et avec un espoir de pouvoir recommencer à se voir dans les yeux. Merci. Merci Marcella. Merci aussi pour cette belle conclusion. Alors moi je vais aller vers ma conclusion et on pourra discuter tout à l'heure, plus nombreux j'espère encore. Daronco a fait de la politique. Il a même été élu député dans la 22e législature, député de Gemona del Friuli, et il a siégé, j'ai regardé où il a siégé, avec la droite historique. Il a siégé avec la majorité dans ce courant qui avait été assez important dans le Piémont. Donc une carrière historique, ce qui fait que, et je voudrais conclure là-dessus, j'espère avoir pu démontrer que avec l'itinéraire de Daronco et avec ses réalisations, on n'est pas dans une logique de circulation qui serait seulement une forme d'hégémonie. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une hégémonie de l'Italie vers l'Empire ottoman, où est le centre, où est la périphérie là-dedans, ni dans un simple schéma de pillage colonial et d'appropriation de formes ottomanes qui seraient revenues en Italie. Le schéma du diffusionnisme, qui consiste à penser qu'il y a un centre et des périphéries qui sont soumises, ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'identité culturelle fermée qui irait d'un endroit à l'autre, de l'art nouveau occidental vers l'art oriental ou de l'art oriental vers l'art nouveau occidental. Ce qui fait que quand je regarde la façon dont Daronco est aujourd'hui en grande partie mal vu par pas mal d'historiens de l'art nouveau, je me dis, il y a quelque chose peut-être d'injuste là-dedans. Je prends un texte de Roger-Henri Guérand. Et Roger-Henri Guérand, regardez, caractérise Daronco comme étant quelqu'un qui a du bric-à-brac, qui ne suivra pas les Viennois vers l'austérité et le futurisme,
qui, rentré en Italie, fait quelque chose qui, avec le palais municipal, le palais communal, retourne au néoclassicisme. Bref, il a raté son destin. Or, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je ne crois pas qu'il a raté son destin parce que quand je rapproche certaines formes de Daronco des formes de la sécession viennoise, ici c'est le bâtiment de la sécession, on a à peu près la même idée de mettre une sphère dans un cube. Ce n'est pas le problème de la quadrature du cercle, hein, mais presque. Ou bien les villas qu'il a pu faire à Arnavutköy, ces villas et la villa Iavelli à Turin, sont-elles si éloignées de ça, de ce que le fonctionnalisme trouve avec une des premières réalisations d'un certain Charles-Édouard Jeanneret, réalisation qui a été faite en Suisse à la Chaux-de-Fonds, dans une villa qu'on appelle Villa Schwob, du propriétaire, ou Villa Turque. Or, Charles-Édouard Jeanneret, qui a signé ici sous ce nom une de ses premières réalisations, ce n'est autre que Le Corbusier. Et donc Le Corbusier, quand il fait une villa turque. Et cette villa turque, elle a peut-être été inspirée par ses voyages en Orient, elle a peut-être été inspirée par Daronco. Et donc, Daronco, que je voulais présenter d'abord comme un Italien à Istanbul, comme un architecte art nouveau italien allant à Istanbul, est devenu autant un architecte ottoman en Italie qu'un architecte italien dans l'Empire ottoman. Euh, Ancien sujet des Habsbourg, il a participé à ces dialogues culturels qui faisaient rêver de l'Empire des Habsbourg comme un lieu encore possible d'échange des gens comme Stefan Zweig. Il a été porteur d'une culture globale européenne et le fait qu'il soit devenu un homme politique n'est peut-être pas l'essentiel d'un destin qui montre bien que l'histoire culturelle ne peut se réduire ni à des phénomènes d'hégémonie du type soft power, ni à des phénomènes d'appropriation culturelle qui seraient une variante du pillage colonial, ni à des phénomènes de diffusion, d'innovation ou de courants nouveaux du centre vers la périphérie. Merci de votre attention.